Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur cette session d'endométriose. Donc, on va commencer, puisqu'on est un tout petit peu en retard, donc, pour le premier topo de cette session. On va parler de l'impact de l'endométriose sur la fertilité. J'ai le plaisir d'accueillir professeur Blandine Courbière de Marseille, qui va nous expliquer un tout petit peu l'impact de l'endométriose sur la fertilité. Merci Blandine. Voilà. Merci beaucoup Chadi. Merci beaucoup Claude Oquet pour m'avoir invité à parler à cette session FFER. Je suis ravie d'être ici. Et donc pour vous parler d'un sujet où normalement on me dit « Ah ouais encore, tu vas parler de l'endométriose, enfin qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur l'endométriose et la fertilité? Ça m'a permis de refaire un petit peu la bibliographie sur ce sujet qui finalement on pense tout savoir et on ne sait pas tout. Déjà, en refaisant un biblio, je me suis rendu compte qu'il y a des chiffres qu'on entend tout le temps. C'est 10% des femmes ont de l'endométriose et il faut 7 ans pour diagnostiquer une endométriose. J'ai enfin retrouvé les papiers. Je pense qu'il est temps de remettre nos données à jour. Donc déjà, la prévalence de l'endométriose, je suis incapable de vous dire quelle est la prévalence de l'endométriose, puisque ça va de 1% dans une étude sur des registres de santé en Israël à 10% dans d'autres études. Donc ensuite, l'épidémiologie de l'infertilité, des douleurs, en fait c'est extrêmement compliqué, c'est impossible de savoir. Donc globalement, c'est 5 à 50% des femmes infertiles, donc c'est bien large. Et on pense que 30 à 40% des femmes qui auraient un diagnostic d'endométriose seraient infertiles. Voilà, donc voilà. Donc je ne sais pas de combien de femmes on va parler exactement aujourd'hui. Donc l'impact de l'endométriose sur la fertilité, c'est quoi? Il va y avoir les impacts directs, les impacts indirects, les impacts d'endométriose sur les chances de grossesse en fécondation in vitro et tous les impacts des traitements de l'endométriose sur la fertilité. Ça, je ne vais pas aller sur le terrain de Claude Oquet qui vous en parlera ensuite. Alors, dans les impacts directs, on le sait, on en parle tout le temps. En consultation, en tout cas, moi je fais beaucoup d'infertilité, qui va vraiment, en fait, l'impact sur la sexualité est majeur. Et donc, on sait que l'endométriose, alors je vous donne des chiffres, mais il y a plein d'études, c'est pas de la science exacte, il y a environ 57% de dysménorrhée, environ 47% de dyspareunie profonde, de douleurs pelviennes chroniques, avec les phénomènes en plus de sensibilisation centrale. Et donc, on voit des femmes qui avouent, elles ont peur d'avoir des rapports sexuels. J'ai des femmes qui prennent des morphiniques avant d'avoir des rapports. Donc, on imagine la fréquence des rapports sexuels dans le couple. De plus, on sait que tout l'impact sur les douleurs, l'impact avec le syndrome anxio-dépressif, tout ça, ça va aggraver la dysfonction sexuelle. C'est prouvé, alors il y a des études scientifiques qui prouvent tout, que ça diminue la qualité de communication avec le partenaire jusqu'au point que 19% des femmes dans une étude considèrent que c'est l'endométriose qui est à l'origine de leur divorce. Et donc souvent ces couples, quand il y a des dyspareunies profondes, vont avoir une sexualité un peu mécanique au moment où ce serait programmé, mais bon, c'est pas ça qui repeuple la planète. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Je sais que PSF, il y a beaucoup de plus jeunes. Les douleurs des femmes qui ont de l'endométriose, maintenant, on en parle beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, on disait « Oh là là, elles sont folles, elles ont toujours très mal, elles ont ça d'endométriose, elles ont hyper mal. » Ben non, elles ne sont pas folles. Enfin, depuis quelques années, on en parle partout. Il y a le fameux syndrome d'hypersensibilité pelvienne avec des altérations des circuits de nociception. Et si vous donnez que des traitements symptomatiques et vous ne traitez pas ça, vous traiterez mal votre patiente. Voilà. Donc c'est un peu hors sujet, mais c'était quand même pour en parler un peu vite. Donc finalement, dans l'impact sur la fertilité, déjà, il y a tout l'impact sur la santé sexuelle avec les dysfonctions sexuelles, où vous voyez ici le cercle vicieux de la dysfonction sexuelle avec les douleurs, la perte du désir. C'est quand on sait qu'on va avoir mal quand on a un rapport, forcément, c'est pas génial pour la libido et pour le désir des femmes. Et petit à petit, donc, s'ensuit une raréfaction des rapports sexuels. Concernant l'impact direct, forcément, quand on voit une endométriose stade 3, stade 4, lorsqu'il y a des adhérences tubopelviennes, des hématosalpinx, la cause de l'infertilité mécanique est évidente.
Sauf que, alors là, on dit aussi il y a tous les impacts indirects de l'endométriose sur la fertilité. Je ne vais peut-être pas m'étendre dessus parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'articles en fait, qui vont vous expliquer, en fait, surtout in vitro et chez l'animal, qu'il y a de l'inflammation au niveau de l'endomètre, de la réceptivité endométriale, au niveau du liquide folliculaire. On peut y passer 1 heure. Et il y a beaucoup d'études en HIC, protéomiques, génomiques, métabolomiques, transcriptomiques, qui vous expliquent que chez la femme qui a de l'endométriose, tout est différent et que ça a un impact délétère sur toutes les étapes de la fécondation et que c'est pour cela que les femmes qui ont de l'endométriose implantent moins bien et ont des moins bonnes qualités ovocitaires et des moins bonnes qualités embryonnaires. Mais c'est surtout... Enfin, c'est assez compliqué de s'y retrouver dans la littérature. Donc, pour les plus jeunes, il y a une très bonne revue de la littérature dans le New England, avec des beaux dessins, vous voyez, qui montre qui explique grosso modo qu'il y a des phénomènes de problèmes de réponse immunitaire, de la réponse inflammatoire, qu'il y a des dérégulations partout de cytokines. Toutes les cytokines sont décrites. Mais bon... moi, je suis clinicienne et j'ai besoin de savoir, de répondre à une question simple, c'est est-ce que mes patientes ont moins de chances d'être enceintes par rapport aux femmes qui n'ont pas d'endométriose? Donc là, vous voyez, vous avez un titre dans Fertile Stérile qui explique que la réceptivité endométriale est affectée et je vais vous montrer pourquoi. Et il nous montre pourquoi avec des déséquilibres de Hox, des L-sélectines, des interleukines 1, donc c'est... Voilà. Donc, on sait qu'il y a de l'inflammation, on sait qu'il y a une résistance à la progestérone chez ces femmes-là. Les biomarqueurs endométriaux seraient différents, c'est montré avec toutes les techniques en HIC que propose la science. Bon, OK, et en pratique. Qu'est-ce qu'on dit à nos patientes? Alors, moi, je suis clinicienne avant tout, donc je vais d'abord vous faire des réponses cliniques. Alors, le modèle du don d'ovocytes, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet, en fait, on va changer l'ovocyte, on va changer l'endomètre, donc ça permet d'essayer d'en savoir un peu plus clair. Donc, alors pour ceux qui ne font pas de FIV, accrochez-vous, mais en gros, si on prend des femmes qui ont de l'endométriose et qui bénéficient d'un don d'ovocytes, donc un ovocyte d'une femme qui n'a pas d'endométriose, d'accord? On change l'ovocyte et qu'on les compare à des femmes jeunes, moins de 35 ans, qui sont en FIV pour endométriose, c'est-à-dire qui utilisent leurs ovocytes, donc là on ne change pas les ovocytes, les taux de naissance dans une grosse étude de Sunkaras montrent qu'il n'y a pas de différence de taux de naissance. Donc on en déduit indirectement que finalement il n'y a pas tant d'altération de la qualité ovocytaire en cas d'endométriose, puisque la femme qui a fait une femme jeune qui fait de la FIV qui a de l'endométriose avec ses propres ovocytes, a les mêmes taux de grossesse qu'une femme à qui on a donné des ovocytes de femmes non endométriosiques. Vous me suivez? OK. Donc, et de la même façon, si on prend une femme qui a de l'endométriose, donc soi-disant qui a un endomètre qui est perturbé par tous les HIC, les protéomiques, et on lui fait un don d'ovocytes. Donc l'ovocyte n'est pas à elle. Donc on va tester là la réceptivité endométriale et qu'on les compare à des femmes en don d'ovocytes mais qui n'ont pas d'endométriose. Les taux de naissance LBR, c'est live birth rate, pardon, sont identiques. Donc de façon indirecte, même si la protéomique, la transcriptomique, la métagénomique nous dit que les endomètres sont différents, finalement en pratique, c'est plutôt rassurant sur l'implantation embryonnaire des femmes qui ont de l'endométriose et qui bénéficient d'un don d'ovocytes. Finalement, c'est le résultat qui compte. Voilà. Et on va regarder tous les impacts qui sont décrits dans la littérature. Est-ce que les endométriomes auraient un impact sur la réserve ovarienne et sur la fertilité d'une femme? Alors, il y a aussi plein de théories sur ça. Certains pensent que les endométriomes vont faire un stretching au niveau de l'ovaire qui vont limiter en fait de façon mécanique le pool des follicules en croissance. D'autres pensent que l'endométrium, c'est du sang, il y a du stress oxydant, il y a du fer, enfin tout ça, va avoir un effet toxique avec du stress oxydant, de l'inflammation, de la fibrose périkystique qui va diminuer de façon
de façon logique, on dirait, la densité folliculaire périkystique et diminuerait la réserve ovarienne de ces femmes. D'ailleurs, la plupart des méta-analyses montrent donc, alors j'ai pas de flèche malheureusement, donc voilà, que les femmes qui ont des endométriomes ont des AMH diminués même avant kystectomie. Et si on compare ces femmes qui ont des endométriomes versus des femmes qui ont des kystes bénins type dermoïde, leur AMH est aussi plus basse avant kystectomie. Mais attention, ça j'ai fait un rappel pour les plus jeunes et pour ceux qui ne font pas de reproduction et qui n'ont pas la chance de faire leur stage en reproduction pendant leur internat, ce qui est dommage. L'AMH n'est pas un vrai marqueur de la réserve ovarienne. Ça c'est vraiment si vous commencez à prescrire des AMH, sachez les interpréter. Sachez déjà que l'AMH est diminuée de 30 à 40% quand vous êtes en aménorrhée thérapeutique sous traitement antigonadotrope. Donc arrêtez de faire des diagnostics de baisse de réserve ovarienne pathologique chez des femmes sous pilule continue depuis X années. Donc l'AMH, ce n'est pas un vrai reflet de la réserve ovarienne. La vraie réserve ovarienne ne sécrète pas d'hormones et ne se voit pas à l'échographie. L'AMH, c'est juste le reflet du pool des follicules en croissance. Et l'AMH, surtout, n'est pas un marqueur de la fertilité. Donc j'aime beaucoup cette étude puisque c'est une étude italienne qui a été réalisée chez 250 femmes non infertiles qui désirent concevoir et qui ont un endométrium. Elles ont des cycles réguliers, pas d'anomalie tubaire et le sperme est normal. Et donc quand même c'est une étude donc, qui étudie les taux de grossesse spontanée sur 6 cycles avec des endométriomes parfois de plus de 4 cm et même 6 cm. Donc il n'y a pas de chirurgie dessus. Et vous voyez qu'il y a donc il y a grossesse spontanée et que l'ovaire affecté, en fait, la grossesse vient une fois sur deux de l'ovaire où il y a l'endométrium non opéré. Parce que de plus en plus, on nous adresse des femmes qui ont un endométrium de 3 cm pour préserver la fertilité de ces femmes. Non, elles ne sont pas infertiles sur un seul endométrium de 3 cm. Et en plus, il faut aussi savoir rassurer les femmes. Toutes les femmes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles. Alors, est-ce que l'endométriose de stade 1 et 2 a un impact sur les chances de grossesse spontanée ? Alors ça, c'est difficile à étudier, donc on va l'étudier par déduction. Donc je pense que Claude Oquet en parlera, mais on sait que lorsqu'on enlève de l'endométriose, même minime, ça augmente pratiquement par 2 les chances de grossesse spontanée. Tu en parles après ? Hop. Est-ce que l'endométriose de stade 1 et 2 a un impact en FIV ? Donc pour répondre à cette question, en refaisant l'étude de la littérature, c'est cette méta-analyse qui est la mieux. Il y a 45 pages, il y a des tableaux de partout, donc j'ai essayé de la digérer pour vous, pour avoir des messages clairs pour aujourd'hui. Donc a priori, quand on a de l'endométriose stade 1 et 2 et qu'il y a une indication de FIV, il n'y a pas de différence donc, du nombre d'ovocytes ponctionnés, il n'y a pas de différence sur les taux de naissance en FIV, et il n'y a pas non plus, c'est important, d'augmentation du taux de complications obstétricales chez ces femmes-là. Est-ce qu'il y a un impact des endométriomes en FIV ? Alors, quand il y a des endométriomes, il y a une diminution significative du nombre d'ovocytes ponctionnés, du nombre d'ovocytes matures. Mais, c'est le résultat qui compte, pas de différence sur les taux de naissance en FIV et, a priori, pas d'augmentation du taux de fausse couche ni de complications obstétricales. Ensuite, là, dans cette étude a étudié l'impact des endométriomes non opérés en FIV versus les groupes témoins sans endométriose. Et à la fin, c'est le résultat qui compte. Même s'il y a une diminution du nombre d'ovocytes matures pour la FIV, il n'y a pas de diminution des chances de naissance vivante. Et pas de diminution non plus des taux d'implantation, ce qui donne encore un argument en faveur que malgré toutes les études en IC, il n'y a pas d'impact sur l'endomètre, ou peu. Alors, concernant les endométriomes, je vous mets notre étude marseillaise qui a comme biais de ne pas être... tu en parles ou pas de la sclérothérapie, non ? Alors, elle n'est pas randomisée, on va dire que c'est de la pseudo-randomisation, mais qui avait montré que lorsqu'on fait une sclérothérapie avant FIV, ça augmenterait les chances de naissance en FIV.
une méta-analyse vient de sortir. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à la sortir, cette méta-analyse, donc je ne peux pas l'analyser, mais une méta-analyse dans les conclusions serait en faveur aussi d'une sclérothérapie en laissant l'éthanol plus de 10 minutes. C'est un peu un autre sujet. Quel est l'impact de l'endométriose profonde sur la fertilité? Alors, il y a 3 études discordantes. Donc, l'étude de Pietro Santulli qui montrait en 2016 une augmentation du risque des fausses couches. Vous voyez dans le tableau pour tout type d'endométriose. C'est donc sur une cohorte rétrospective. Une autre étude sur moins de patients ne montrait pas de surrisque de fausses couches en transfert d'embryons congelés. Et une troisième étude ne montrait pas plus de fausses couches, mais en revanche beaucoup plus de complications obstétricales, avec 17% de placenta prévia. Alors, l'équipe de Cochin a ensuite montré que même s'il y avait plus de fausses couches, il n'y avait pas d'impact du type d'endométriose sur les chances de naissance en FIV. Après, c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée, enfin je pense que des représentants de l'équipe de Pietro sont là, j'étais un peu étonnée dans cette étude du taux de fausses couches entre 30 et 55%, qui a priori n'est pas corrélé à l'adénomiose, parce que ce n'est pas les groupes qui ont le plus de fausses couches qui avaient plus d'adénomiose. Voilà. Mais c'est vrai que là, dans cette étude, les taux de fausses couches sont élevés. Alors, est-ce que l'endométriose, le fait d'avoir une endométriose stade 3, stade 4, a un impact sur les chances de naissance en FIV? Donc ça, c'est vraiment du conseil quotidien que l'on donne aux femmes. Alors, dans cette méta-analyse, en effet, la conclusion, c'est qu'il y a une diminution du nombre d'ovocytes ponctionnés. Et là, sur 10 études, sur une compilation de 10 études, il y a une diminution des chances de naissance vivante avec une augmentation du risque de fausse couche. Après, c'est compliqué les études sur l'endométriose parce que y a des facteurs de confusion. Toutes les femmes sont différentes. Certaines ont de l'adénomiose, pas de l'adénomiose. Et on a du mal à se faire une idée. Vous allez avoir autant d'études qui vont vous dire que oui, ça a un impact sur les chances de naissance en FIV, et non, ça n'a pas d'impact. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a une question? On fait une thèse dans le service. Voilà. Donc là, je vous présente la thèse du docteur Apolline Zimmermann qui est ici et qui la représente demain. On a essayé en fait d'éliminer les facteurs de confusion pour n'étudier plus que le critère endométriose. Donc on a constitué des groupes appariés endométriose versus non-endométriose, appariés sur l'âge, l'IMC, l'AMH, le nombre de cycles. Donc je vais aller très rapidement. Donc elle s'est bien cassé le bol parce qu'il a vraiment fallu apparier au maximum, enfin on a vraiment apparié au maximum pour avoir des populations qui se ressemblent pour au final comparer 323 cycles de FIV à 646. Et donc c'est pour vous montrer que les femmes étudiées ont les mêmes caractéristiques, heureusement vu qu'on a apparié. Et de la même façon, elle a retrouvé que le nombre d'ovocytes totaux était plus faible dans le groupe endométriose. Et c'est le résultat qui compte. Les taux, en tout cas dans notre centre, les taux de naissance vivante par femme sont identiques aux femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, et ensuite, il y a des études en sous-groupe qui montrent de la même façon qu'avait montré l'équipe de Cochin qu'il n'y a pas d'impact sur les taux de naissance en fonction s'il y a endométrium, pas endométrium. Donc ça, c'est important pour nous, pour notre conseil quotidien aux femmes qui ont de l'endométriose. Alors même si ce n'était pas le critère de jugement principal, ça fait 2 fois qu'en étudiant nos séries d'endométriose, on a l'impression que, on sait que le tabagisme n'est pas très bon pour la reproduction et a un impact délétère en FIV, mais on a l'impression que le tabagisme est un facteur aggravant chez les femmes qui ont de l'endométriose. Donc dans la série d'Apolline Zimmermann, on voit que les femmes qui ont de l'endométriose et du tabac, il y a une tendance à une diminution des taux de naissance vivante, mais comme ce n'était pas le critère de jugement principal, la population n'est pas assez grande et donc ce n'est pas significatif. Et on avait déjà retrouvé cela, un facteur de mauvais pronostic dans une ancienne étude, où le fait de fumer quand on a de l'endométriose multiplie par 3,4 les risques d'échec de FIV. Donc c'est vraiment, on incite toujours à arrêter de fumer les femmes en FIV, mais on a vraiment l'impression que le tabagisme est un facteur aggravant.
Dans les séries d'endométriose, ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à faire la part de l'adénomiose, la part de l'endométriose, enfin, et du reste de l'endométriose. Alors, pour digérer toute l'information que j'ai pu lire, il n'y aurait pas d'impact de l'adénomiose si vous faites un protocole ultra long. Donc ça, c'est le message pour ceux qui font de la FIV. Et en revanche, les fausses couches sont augmentées par 4 dans les protocoles antagonistes ou courts. Et les complications obstétricales, finalement, c'est surtout quand il y a de l'adénomiose associée. Donc, s'il n'y a que de l'endométriose 1-2, il n'y aurait pas de complications obstétricales. Et s'il n'y a que de l'endométriose sans adénomiose, les taux de complications obstétricales ne sont pas si élevés que ça. Et c'est vraiment l'adénomiose et aussi l'endométriose profonde qui donnerait des complications obstétricales. Voilà, donc ça, je vous ai mis en diagramme parce que je sais que là, je vois, ça se fronce au protocole ultra long. Mais moi, personnellement, adénomiose, c'est 3 mois d'agoniste aussi jusqu'à de nouvelles données scientifiques. Et vous voyez, en fait, ce n'est pas que le protocole de FIV antagoniste marcherait moins bien. En fait, il y a des moins bons taux de naissance parce qu'il y a plus de fausses couches s'il n'y a pas eu en fait, un blocage de l'adénomiose avant l'implantation embryonnaire. C'est quand même multiplié par 4. Donc, dans le doute, autant de faire de l'ultra-long. Donc, pour conclure mon topo, c'est qu'on peut quand même être rassurant vis-à-vis des femmes que l'on prend en charge dans les centres d'AMP. Déjà, on ne voit pas toutes les femmes qui ont conçu spontanément. C'est notre gros biais de sélection. On ne voit que les femmes infertiles. Et a priori, les femmes qui ont une endométriose stade 1 ou 2 qui n'ont pas conçu, si elles ont été opérées après résection de l'endométriose, si vous passez en FIV, il n'y a pas d'impact délétère de l'endométriose sur ses chances de grossesse ni sur le devenir obstétrical. L'endométriose modérée à sévère n'aurait pas ou peu d'impact. Peut-être qu'il y en a un peu, c'est pour ça qu'il y a des études discordantes. Eh bien, évaluez vos résultats. Dans ces cas-là, c'est ça qu'il faut faire. Regardez vos endométrioses dans vos centres, ça donne des sujets de thèse en plus. Mais malgré un rendement ovocytaire plus faible. Les fausses couches, le débat sur les fausses couches, est-ce que c'est l'adénomiose qui est associée, qui augmenterait le risque de fausses couches? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut privilégier, enfin, c'est mon avis, ça peut être discuté, mais dans ces cas-là, si vous avez de l'adénomiose, de privilégier un protocole agoniste ultra long. Attention à l'association tabac et endométriose. On le tourne dans tous les sens. Dans les données épidémiologiques, il y a environ 25% des femmes qui fument en France actuellement et qui sont dans des procédures de PMA. Voilà, les données préconceptionnelles. Donc, voilà, c'est écrit partout qu'il faut arrêter de fumer, mais les femmes n'arrêtent pas de fumer, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je remets ma casquette d'obstétricien. Finalement, plus que s'inquiéter de l'impact sur la fertilité, enfin sur les chances de naissance en FIV, il faut vraiment faire attention, avoir à l'idée, et ça, les obstétriciens qui ne font pas du tout de reproduction, même les sages-femmes, ne sont pas forcément au courant de la morbidité obstétricale de l'endométriose sévère et de l'endométriose profonde. J'ai des patients qui ont des endométrioses hyper sévères, elles sont enfin enceintes. Elles veulent plus entendre parler des médecins parce qu'elles ont trop vu de médecins et elles veulent aller en maison de naissance. Il y en a une comme ça, elle a voulu aller en maison de naissance, se démédicaliser. Il faut faire, sans non plus être trop anxiogène, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup plus d'hémorragie de la délivrance, d'anomalies d'insertion du placenta et il faut donc être au courant de cela lorsqu'on prend en charge les femmes infertiles qui ont de l'endométriose sévère. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Blandine. On a le temps pour 2 ou 3 questions. Moi, je vais commencer par la première. Je suis un peu gêné par ta deuxième conclusion sur le fait que les résultats en taux cumulé sur les endométrioses sévères ou modérées sévères n'est pas différente des groupes contrôles. Alors, on est d'accord sur le fait que les kystes d'endométriose et les endométrioses sévères peuvent diminuer le nombre d'ovocytes, et ça a été prouvé. Par contre, comment tu expliques, par exemple, les cohortes de Polizos disant que les taux cumulés, c'est une équation simple, plus d'ovocytes, plus de naissances cumulées. Et là, on a moins d'ovocytes et des naissances cumulées équivalentes en endométriose. Alors, moi, je suis un peu gêné par ça, mais je ne sais pas si tu as une réponse à ça, parce que ton étude montre finalement qu'il n'y a pas trop de différence, voire peut-être parce que tu as... Alors, la méta-analyse dit qu'il y a une différence par le biais de l'augmentation des fausses couches.
en fait, sur les endométrioses stade 4. Mais en fait, dans cette méta-analyse, c'est compliqué de savoir s'il y a de l'adénomiose ou non. Donc, a priori, ce serait des diminutions des taux de naissance par augmentation des fausses couches. Ça, c'est la méta-analyse que j'ai montrée. Oui. Après, l'affaire du nombre d'ovocytes, dans tous les congrès de reproduction, il y a plein de biologistes qui nous disent qu'on ponctionne plein d'ovocytes qui sont inutiles, donc qui ne donneront pas d'embryons utiles. Donc, voilà, je n'ai pas d'explication, mais on ne sait pas tout. Bon. Alors, je n'ai pas voulu déflorer le sujet de Claude Oquet, qui répondra à chirurgie, fertilité. C'est pour ça. Bon, question, Sylvie. Oui, je te remercie beaucoup parce que les caractéristiques cliniques de ton topo rendent les choses vraiment très claires pour l'ensemble des gynécologues, notamment qui ne font pas d'AMP. Et je te remercie particulièrement pour la dernière phrase de ta conclusion sur les morbidités. Et si tu me permets, je voudrais juste rajouter 2 mots à ce sujet-là, puisqu'il y a une grosse étude nationale qui a été faite. Il y a une cohorte d'études des enfants et des grossesses après FIV. C'est un groupe de travail à l'Agence de la biomédecine et c'est un des sujets dont nous nous sommes emparés avec la comparaison du rôle du terrain et des techniques dans les complications qui sont habituellement incriminées pour la FIV. Et donc, il y avait un groupe de grossesse spontanée sans endométriose, spontanée avec endométriose et FIV avec endométriose, qui a bien montré que l'endométriose en soi était un facteur de surrisque pour plusieurs pathologies maternelles, comme tu l'as dit, mais dont également quelques troubles vasculaires, et qu'il y avait également une augmentation des pathologies néonatales, la prématurité, être petit pour l'âge gestationnel et relativement moins significatif les malformations, et que la FIV n'était qu'un facteur surajouté, ou du moins que l'endométriose était un facteur surajouté sur les complications habituellement dévolues à la FIV. Donc, ceci pour dire que dans l'information que nous avons par rapport aux patientes qui ont de l'endométriose, ce que tu viens de dire sur le suivi de la grossesse et la connaissance du surrisque de pathologie et maternelle et fétale, c'est vraiment un message fondamental à faire passer. Mais je commençais à être un peu hors sujet, c'est pour ça que je ne pouvais pas partir sur toute la morbidité obstétricale et néonatale. La grossesse fait partie de la fertilité. Oui, voilà, mais bon, mais tu as raison. Claude. Oui, juste un mot sur ta politique dans l'adénomiose et le protocole ultralong. Tu sais que cette notion que le protocole est meilleur repose sur une randomisée très ancienne, qu'elle n'est pas d'une grosse force non plus de fiabilité. Et tu nous dis que tu continues comme ça, et on voit aussi apparaître des propositions en cas d'adénomiose de transfert différé, c'est-à-dire d'utiliser de la FIV comme tout le monde, ce qui pose moins de problèmes en cas de réserve ovarienne altérée, de vitrifier les cellules et de les transférer après le traitement par agoniste. Oui, on peut faire ça. Est-ce que, là aussi, c'est parce qu'il y a question de balancier de mode, mais tu n'es pas rentré dans cette pratique à titre personnel, tu y crois, tu ne crois pas? On croit qu'en Dieu, non mais ou pas. Non, mais en fait là, pareil, on était un peu hors sujet et c'est des débats de spécialistes, de savoir quel protocole il vaut mieux dans ces cas-là. Il y a en même temps, dans les congrès de reproduction, le grand débat sur le transfert d'embryons congelés, sur traitement hormonal substitutif, sur la santé des enfants. Donc, on est un peu... c'est vrai qu'on... Voilà. Et après, voilà, après, c'est aussi la différence. Les femmes, malgré tout, elles aiment bien avoir un transfert frais. Et c'est reculer pour mieux sauter que de faire un antagoniste, de congeler les embryons, puis ensuite de mettre au repos l'adénomiose pour ensuite faire le TEC-THS. Donc, après, c'est aussi des protocoles de service. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais dans tous les congrès, actuellement, c'est la santé des enfants après transfert d'embryons congelés qui fait partie des débats. Donc, est-ce qu'il faut prôner ça? Je ne sais pas. Justement, les dernières recommandations de l'ECHRE ne donnent pas d'indication dans ce sens, c'est-à-dire de faire des transferts différés pour l'endométriose par rapport à la réceptivité. Mais les agonistes ont été conseillés, alors de 1 à 3 mois, pas forcément ultra long. Dans la méta-analyse, c'était l'ultra long qui ressortait, c'est pour ça. Voilà, bon, après, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci beaucoup, Blandine. Merci à vous. Alors, je suis désolée, je vais prendre un train. Bon courage pour ton train.
Donc on va passer au deuxième topo. C'est la stratégie diagnostique de la clinique à l'imagerie. Donc j'ai le plaisir aussi d'accueillir Dr Louis Marcelin à Cochin qui va nous parler de ce sujet. Merci infiniment. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de venir discuter aujourd'hui de la stratégie diagnostique de l'endométriose. Je vais vous parler d'examen clinique, d'interrogatoire, un peu d'imagerie, pour voir un petit peu comment les choses évoluent dans ce diagnostic. L'endométriose, tout le monde connaît l'endométriose, pardon. Tout le monde connaît l'endométriose. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, alors c'est le micro qui est un peu trop bas. Tout le monde connaît l'endométriose. On en entend parler de plus en plus, enfin on entend parler tout le temps maintenant, et c'est cette maladie des lésions ectopiques qui sont persistantes et qui varient avec le cycle hormonal. Le problème de cette maladie, c'est que même si tout le monde la connaît, on n'arrête pas de parler du retard diagnostique de l'endométriose avec des délais qui vont de 5 à 7 ans entre le début des symptômes et le diagnostic final et la prise en charge. Et donc, cette difficulté diagnostique, elle vient probablement du fait que c'est une maladie extrêmement hétérogène qui peut être asymptomatique, avec des douleurs, avec des saignements et qui cause l'infertilité. Et donc, la difficulté dans cette maladie, c'est de savoir effectivement quand y penser et quand on y pense, comment la diagnostiquer. La prévalence, elle est parfaitement inconnue puisque ça varie de 0 à 15% selon les études, sachant que ça dépend des groupes qui sont analysés. Entre les populations infertiles, on retrouve des taux d'endométriose très importants. Chez les patientes qui ont des douleurs pelviennes qui sont hospitalisées, on retrouve l'endométriose de façon plus importante. Chez les adolescentes, qui est un groupe de population extrêmement important dans l'endométriose, on retrouve des taux d'endométriose de 50 à 75% chez celles qui ont des dysménorrhées très invalidantes et qui ne répondent pas aux traitements médicaux. Et puis dans la population générale, finalement, on a des chiffres assez bas, donc c'est assez hétérogène. Enfin, globalement, cette hétérogénéité fait que ça participe aux difficultés diagnostiques. L'autre difficulté dans cette hétérogénéité, c'est les différents phénotypes, qu'elles soient superficielles, ovariennes ou profondes, avec différents types d'atteintes. Et de ces différents phénotypes est issu des problèmes d'hétérogénéité et donc de difficultés diagnostiques. L'autre problème également, c'est que l'endométriose, elle est fréquemment associée à l'adénomiose, qu'elle soit focale ou diffuse, avec une association qui est encore un peu en question, savoir quelle est la part d'adénomiose focale et endométriose profonde, quelle association il peut y avoir, le rôle de l'adénomiose diffuse, sachant que c'est des physiopathologies probablement différentes, l'une qui vient de dedans en dehors, l'autre qui vient de dehors en dedans, un peu comme l'endométriose profonde. Et donc, cette association avec l'adénomiose rend encore plus le diagnostic difficile. Ce qui participe au retard diagnostique majeur, c'est que avant que la patiente ne consulte pour ses douleurs, il se passe en moyenne 2-3 ans. Et que quand elle consulte, dans 75% des cas, on leur donne un mauvais diagnostic. Donc ça va de côlon irritable à intolérance alimentaire, à problèmes psychosexuels, à vessie hyperactive ou appendicite chronique. Et donc, si on étiquette une patiente autre qu'une douleur gynécologique, eh bien, on se retrouve on passe à côté de l'endométriose. L'autre problème, c'est que dans l'endométriose, il y a aussi des signes, des symptômes associés qui sont donc effectivement les douleurs, les problèmes de saignement et les dyspareunies, qui sont les symptômes gynécologiques habituels, mais que quand même, dans la majorité des cas, on retrouve de la fatigue, des diarrhées, des problèmes abdominaux, de la nausée, des céphalées, enfin plein de symptômes qui ne sont pas gynécologiques et qui font qu'on a du mal à penser à l'endométriose. Par ailleurs, dans l'endométriose, ça a été prouvé maintenant, il y a des associations significatives entre endométriose et fibromyalgie, syndrome de l'intestin irritable et cystite interstitielle, avec des autres ratios assez élevés. Ça veut dire qu'on peut tout à fait se tromper et parler d'autres pathologies qui sont fréquemment associées, qui n'ont rien à voir avec l'endométriose. Et donc le challenge pour le gynécologue, c'est, avec un syndrome cardinal qui est la douleur, arriver à savoir si cette douleur elle est liée à l'endométriose ou à autre chose. Si on s'intéresse aux différents facteurs de risque et aux données anamnéstiques, il y a des données maintenant très claires qui montrent que si vous interrogez vos patients, vous allez retrouver des antécédents familiaux au premier degré, des BMI faibles, des phototypes clairs, des âges jeunes à la ménarge, des cycles menstruels courts, des règles longues ou des femmes nullipares. Hein, donc tout ce qui expose de façon fréquente et importante aux règles augmente le risque d'endométriose. Il y a des associations avec le statut socio-économique. Et puis il y a des données sur l'exposition in utero et dans la petite enfance avec les notions de prématurité, d'allaitement artificiel, de petits poids de naissance ou de maltraitance dans l'enfance et l'adolescence qui sont associés à plus d'endométriose. De la même manière, si vous interrogez les patientes sur des comorbidités associées comme toutes les maladies systémiques en allant du lupus à la sclérodermie, maladie cœliaque, problèmes thyroïdiens, asthme, allergie, maladie cardiovasculaire ou migraine,
Si vous posez ces questions-là aux patientes, elles vont vous rapporter des comorbidités plus fréquentes. Ce qui montre quand même que l'endométriose, c'est probablement une maladie systémique avec un terrain dysimmunitaire probable qui est associé à ces pathologies auto-immunes plus fréquemment associées à l'endométriose. Et donc si on pose des questions sur les antécédents, on va retrouver ces maladies chez les patientes qui ont l'endométriose. Ensuite, la caractérisation de la douleur qui est très importante et qui, comme vous le savez tous, va être dépendante de la localisation des lésions avec les dysménorrhées, les douleurs urinaires, les problèmes digestifs, les dyspareunies profondes, les sciatalgies et les douleurs diaphragmatiques en fonction du niveau d'atteinte et des localisations diaphragmatiques au niveau des plexus nerveux pelviens. Et donc, c'est une douleur qui est cyclique à recrudescence menstruelle. Mais toujours pareil, si on ne pose pas les questions, on n'aura pas l'information et c'est en interrogeant les patients qu'on retrouve ces données anamnéstiques importantes pour le diagnostic. La période de l'adolescente, elle est importante puisque dans cette série, on voit que la douleur dans l'endométriose, elle commence tôt à l'adolescente et une gamine de 15 ans qui a ses règles et qui ne peut pas aller à l'école ou qui vomit pendant ses règles ou qui fait des malaises pendant ses règles, eh bien, c'est pas normal et il faut se poser la question de l'endométriose assez tôt. Alors après, une fois qu'on a fait le diagnostic, on est bien embêté parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, même s'il faut initier le traitement médical, sachant que le traitement médical va être en fait un traitement hormonal qui est une pilule contraceptive qui va faire office de test thérapeutique, je vais en parler juste après. Mais cette notion de douleur menstruelle importante, invalidante et de dysménorrhée sévère à l'adolescente est très importante. Et si vous posez la question de ses antécédents à l'adolescence, eh bien, on retrouve une association forte avec l'endométriose profonde. De la même manière sur les symptômes, les dyspareunies, les symptômes intestinaux ou les problèmes urinaires, ils sont associés aux différentes localisations anatomiques des lésions, c'est normal. Et puis que la douleur, elle a été démontrée comme associée au niveau et à la profondeur de l'atteinte et à l'étendue des lésions dans l'endométriose profonde. Alors cette notion de test thérapeutique, c'est quelque chose qu'on a exploré dans le service où on a finalement montré que les femmes qui répondaient favorablement à la mise en route d'un traitement hormonal étaient plus associées à l'endométriose profonde et aux endométriomes. Donc ça, c'est un élément anamnestique ou diagnostique assez facile à obtenir. C'est que si vous demandez aux patientes si la pilule a amélioré les symptômes et qu'elle vous répond par oui, eh bien, il y a une forte association avec l'endométriose profonde. L'examen clinique. Alors, l'examen clinique, dans l'endométriose, je précise, c'est quelque chose d'assez particulier. Je pense que vous avez tous vu des patients qui avaient l'endométriose sévère, qui arrivent à la première consultation. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas examiner les patients, bien au contraire, mais je pense que l'examen clinique n'est pas la priorité dans le diagnostic d'endométriose. La priorité, c'est l'écoute et poser les questions pour avoir les informations qu'on cherche à obtenir. Alors, en plus, il se trouve que l'examen clinique, dans les données qui sont disponibles, ont une performance diagnostique assez mauvaise, vous voyez, avec des nodules qui sont palpés seulement dans la moitié des cas, des lésions vues au spéculum, quand on les voit ou quand on arrive à les voir sans faire mal aux patientes avec un spéculum vu dans le cul-de-sac vaginal postérieur, ce qui fait extrêmement mal, on les voit dans 14% des cas. Donc, le message, moi, que je délivre là, c'est quand même de dire que l'examen clinique, ce n'est pas la priorité et ce n'est pas la première consultation, alors que la patiente est tétanisée à l'idée de vous raconter sa vie, qu'il faut examiner les patientes pour rechercher l'endométriose. Simplement, si on interroge correctement les patientes sur les antécédents, sur le phénotype, sur l'infertilité, la douleur, les symptômes associés, les antécédents obstétricaux ou de chirurgie, eh bien, on arrive à une suspicion clinique qui va déclencher des examens complémentaires. Et c'est à ce moment-là que les examens complémentaires vous permettent de confirmer ou pas la présence d'endométriose dans la majorité des cas. Ici, cette étude qu'on a fait dans le service et qui a montré finalement que si on pose des questions avec un score de diagnostic clinique d'endométriose avec certains items, on retrouve une association de ce score avec dans 80-85% des femmes qui ont l'endométriose. Donc il suffit d'interroger les patientes et on retrouve la notion d'endométriose assez facilement. Parallèlement, il y a d'autres techniques dans les scores, et ces travaux qui sont faits par l'équipe de Tenon sur l'intelligence artificielle, qui sont très prometteurs et qui probablement aideront au recueil d'informations qui permettront d'améliorer la sensibilité diagnostique des données anamnéstiques dans le diagnostic d'endométriose. Alors l'imagerie. L'imagerie, ce qui fonctionne bien maintenant, c'est le tandem échographie-IRM. Ce sont deux examens complémentaires qui sont complémentaires l'un de l'autre. Ça veut dire que ce qu'apporte l'échographie ne sera pas apporté par l'IRM et inversement. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais deux examens qui apportent des informations complémentaires et différentes. Mais l'échographie, ça marche très bien pour le diagnostic d'endométriose profonde et notamment du compartiment postérieur ou antérieur.
Donc si on fait une échographie systématique et qu'on identifie bien les structures anatomiques, eh bien, on va pouvoir identifier les localisations habituelles d'endométriose. Avec effectivement une exploration qui sera dynamique, une palpation abdominale et la recherche d'adhérence, de rétroflexion ou de tissus qui sont adhérents les uns par rapport aux autres à l'échographie. L'endométriome à l'échographie, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à voir, que tout le monde connaît. C'est ce gros kyste à contenu finement échogène qu'on détecte facilement à l'échographie pelvienne dans tous les cabinets de gynécologie de France. Et donc, une fois qu'on a identifié cet endométriome, la question c'est de savoir est-ce que ce kyste est l'arbre qui cache la forêt ou pas. Et la réponse, elle est facile à obtenir, c'est qu'un endométriome qui est douloureux, c'est un endométriome qui est associé à l'endométriose profonde. L'endométriose seule, isolée, à part s'il est énorme et qu'il a un impact, je dirais, d'encombrement stérique dans le pelvis qui fait que ça gêne les patientes, il n'est pas associé à de la douleur importante et comme les douleurs d'endométriose profonde. Et donc si un endométriome est très douloureuse, il faut aller plus loin et rechercher de l'endométriose profonde associée, ça c'est clairement montré. Alors le problème de l'échographie pour l'endométriose profonde, une fois qu'on a passé le stade du dépistage et qu'on arrive dans l'expertise, c'est compliqué, c'est difficile, ça demande du temps et pour voir les ligaments hétérosacrés, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'on peut aussi voir trop de ligaments hétérosacrés épaissis et on ne connaît pas la signification clinique que ça a, ou en tout cas, on ne retrouve pas forcément des pathologies de ligaments hétérosacrés en chirurgie chez les patients qui ont des ligaments hétérosacrés épaissis. Enfin, l'endométriose profonde digestive, vous voyez ici, on voit ce halo hypoéchogène un peu hétérogène, et une fois qu'on l'a identifié, il est quand même clairement visible. Pareil ici, à l'échographie endovaginale, on voit ici ce nodule de halo hypoéchogène en arrière. Une fois qu'on l'a identifié, il est facilement identifiable. L'association adénomiose et endométriose profonde, c'est quelque chose qui doit faire réfléchir un petit peu, et c'est pas rare de retrouver de l'adénomiose focalisée antérieure en regard de lésions d'endométriose profonde, qu'elles soient antérieures au niveau de la vessie ou au niveau de lésions d'endométriose digestive au niveau de l'utérus. Donc là, l'IRM, c'est quand même assez intéressant pour identifier l'adénomiose, qu'elle soit diffuse ou focale, mais en tout cas focale dans l'endométriose profonde, à la recherche de lésions utérines associées. Sachant que les critères, j'en parle pas ici, mais d'adénomiose entre l'échographie et l'IRM ne sont pas les mêmes, et donc parfois les examens sont discordants sur échographie et adénomiose, et IRM pas d'adénomiose, ce qu'il faut expliquer aux patients parce que les critères ne sont pas les mêmes. Les autres examens d'imagerie qu'on peut faire, mais c'est surtout des examens à visée pré-thérapeutique ou pré-chirurgicale. Ici, avec un neuroscanner, on voit très bien l'atrophie rénale sur une compression urétérale à gauche. Donc, vous voyez ici le rein qui est complètement atrophié. On peut réaliser des entéro-uroscanners également. On voit très bien ici le nodule digestif en arrière. Pour l'exploration du bas-fond sécal, qui sont quand même dans 30% des cas associés à l'endométriose rectale. Et puis ici, ce sont des entéro-IRM à la recherche de seconde localisation dans l'endométriose digestive en préopératoire pour savoir s'il va falloir faire une résection iléosécale associée dans la chirurgie de l'endométriose rectale quand on l'opère. Parce qu'évidemment, il ne faut pas opérer tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de place au diagnostic chirurgical d'endométriose chez les patientes chez qui on suspecte fortement l'endométriose et quand l'imagerie est positive. La vraie question, c'est les patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques avec une imagerie négative, réalisant de bonnes conditions, où on n'a pas la réponse à la recherche d'endométriose. À ce moment-là, la célioscopie peut être indiquée, à mon avis, dans un but diagnostique, mais thérapeutique. Et en fait, l'indication, c'est douleurs pelviennes chroniques inexpliquées. Et on retrouvera à ce moment-là peut-être des lésions d'endométriose superficielle qu'on pourra traiter à ce moment-là. Donc finalement, cette histoire de retard diagnostique majeur, est-ce que c'est quelque chose maintenant ça fait 10-15 ans qu'on entend parler des 7 ans habituels, incompressibles, d'une maladie que tout le monde connaît et que personne ne diagnostique correctement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore réel ou pas? Est-ce que maintenant, depuis le temps qu'on en parle, depuis que l'imagerie a fait des progrès, eh bien, on ne peut pas améliorer et réduire le diagnostic d'endométriose? Je pense sincèrement qu'en 2023, on ne peut plus ne pas penser à l'endométriose chez une femme qui se plaint de douleurs pelviennes chroniques invalidantes. Que le couple interrogatoire-imagerie, il est extrêmement séduisant dans le diagnostic et il évite de faire des diagnostics chirurgicaux. Et la question qui va se poser, c'est et alors, qu'est-ce qu'on fait quand ce n'est pas contributif, la célioscopie ou d'autres examens innovants qui sont en cours de développement actuellement? Voilà, et là, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que la signature moléculaire de la salive qui est en cours d'exploration là, par les équipes
d'autres noms extrêmement séduisantes. C'est une technique quand même qui paraît très intéressante pour associer une maladie à une signature moléculaire. Je ne parle pas de diagnostic, bien sûr, mais c'est vraiment de la signature moléculaire. C'est des choses qui avaient déjà été évaluées par les Chinois il y a une dizaine d'années. Pourtant, ils n'ont pas développé de test pour l'instant. Il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation. On n'est pas encore au stade du diagnostic. Et d'ailleurs, même si c'est un diagnostic, je pense que c'est plus du dépistage. C'est un peu comme le DPNI en obstétrique. Il y aura toujours une confirmation à un moment donné ultérieure. Et je pense que ces examens qui vont arriver, là, qui vont se développer, il va falloir les tester en population générale pour valider leur pertinence, et ça c'est en cours. La question de l'adolescence, une patiente qui a une IRM normale, qui a des douleurs très importantes, à qui on fera un test salivaire ou un test n'importe lequel, qu'est-ce qu'on en fera après, c'est une vraie question. Dans cette stratégie de diagnostic de l'endométriose, quel bénéfice d'un test moléculaire par rapport à une imagerie qu'on fera de toute manière? Et je pense que ce qui sera intéressant dans ces tests, ce sera leur positionnement par rapport aux patients qui auront des imageries négatives. Ça, je pense que c'est très important. Et donc, ça revient à la question de la validation dans l'endométriose superficielle. Mais pour terminer, je pense que ce qui sera intéressant dans ces nouvelles techniques et ces tests innovants, c'est le pronostic qu'on aura grâce à ces nouvelles techniques. Et par exemple, il y a des travaux qui ont été faits sur le métabolomique dans le liquide folliculaire, et est-ce qu'on pourra prédire le succès en FIV avec ces examens? Ou pareil, sur la signature salivaire des micro-RNA, est-ce qu'on pourra identifier les patients qui répondront correctement à la chirurgie sur la douleur, ou qui répondront correctement à la chirurgie sur l'infertilité, ou qu'il faudra plutôt orienter en PMA? Ça, ce serait quand même extrêmement intéressant d'avoir des marqueurs qui nous disent cette patiente, il vaut mieux pas l'opérer, parce qu'on sait que de toute façon, chirurgicalement, il n'y aura pas de bénéfice sur la douleur notamment. Alors il y a aussi des données sur les séquençages et la recherche de mutations génétiques dans les lésions d'endométriose qui existent, qui ont été associées à des mutations associées au cancer, alors que ce n'est pas du cancer bien sûr, mais c'est un peu comme dans le cancer colorectal, on pourrait avoir une espèce de classification moléculaire fondée sur les mutations dans l'endomètre et qui pourrait à la fois avoir un élément diagnostique mais prédire l'issue sur la douleur ou sur la fertilité. Puis enfin, pour revenir à l'imagerie et terminer là-dessus, il y a des travaux maintenant et qu'on essaie d'initier sur des données d'IRM avec la tractographie, qui sont des séquences qui permettent d'avoir une cartographie précise des ramifications nerveuses pelviennes. Ce qui serait excellent, ce serait de montrer que dans ces IRM, chez les femmes qui ont l'endométriose, il y a une perturbation de ces images des plexus pelviens et des ramifications neurologiques, et qu'elles pourraient être prédictives du succès de la chirurgie chez les femmes qu'on opérait pour des douleurs quand l'indication est posée. Et donc la place des outils innovants, c'est effectivement d'avoir une corrélation du phénotype pour pouvoir avoir de nouvelles stratégies diagnostiques en privilégiant soit le traitement médical, soit le traitement en AMP, soit la chirurgie, mais surtout de prédire le pronostic thérapeutique des stratégies engagées. Donc pour conclure, effectivement, la clinique, l'imagerie, c'est un couple indissociable d'un diagnostic de l'endométriose, et la place des tests innovants est à discuter en fonction de leur validité. Voilà, on garde quand même à l'esprit que le diagnostic chirurgical n'a plus sa place en 2023 sur le diagnostic d'endométriose, à part pour les douleurs pelviennes chroniques inexpliquées. Et puis les nouveaux outils qui vont arriver, je pense que plus que diagnostic, ils auront un intérêt pronostic dans le choix des stratégies qui seront décidées dans la prise en charge de ces femmes dans leur vie endométriosique. Je vous remercie. Merci lui. On a le temps de 2-3 questions. Je vais commencer par la première. Nous avons souvent dans nos consultations ces tableaux typiques cliniques d'endométriose, mais avec des IRM normales. Alors, est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'on fait de plus en plus d'IRM un peu plus tôt et du coup, on ne retrouve pas encore les lésions qu'on doit trouver? Et est-ce que les tests innovants peuvent avoir leur indication dans ce domaine-là? Alors, la première question est intéressante parce qu'elle soulève l'idée que potentiellement l'endométriose est une maladie évolutive, ou en tout cas qui va progresser, qui a un état préliminaire qui ne serait pas visible à l'IRM et qui, si on attendait un petit peu, permettrait d'être identifié secondairement. Comme s'il y aurait une transition phénotypique de lésions superficielles vers l'endométriose profonde. Ça, on n'est pas du tout certain. Je pense qu'il y a des adolescentes qui ont déjà leur endométriose profonde à 16-17 ans et elle va pas progresser, mais elle va évoluer d'un
d'une structure très cellulaire à quelque chose de plus tissulaire, fibrosante, avec la fibrogénèse qui va être associée à ces lésions. Donc cette notion de transition phénotypique avec le temps, elle est quand même elle n'est pas du tout démontrée. Et c'est sûr qu'il y a des femmes, malheureusement, enfin des jeunes filles qui ont des douleurs abominables et qui ont des imageries négatives. Et est-ce que si on refait l'IRM 10 ans plus tard, on retrouvera l'endométriose? On ne sait pas. Je me permets parce que ma question va exactement dans le même sens. Xavier Duval-Arnoux, Nantes, les dernières analyses des radiologues, enfin les dernières recommandations des radiologues aujourd'hui sont de dire de ne plus faire d'IRM chez les jeunes filles mineures. Pour cette raison-là, parce qu'il y a un taux de négativité qui est énorme. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des patientes jeunes qui viennent pour des dysménorrhées. Pour peu qu'elles soient vierges, on ne peut pas les examiner, on ne peut pas leur faire d'écho endovaginal. Et effectivement, je pense que ce délai au diagnostic, il est si long aussi pour ça. Parce qu'en fait, avant de leur dire oui, vous avez de l'endométriose, il faut quelques années parce qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus limité. Alors, ce qui n'empêche pas qu'on peut les prendre en charge comme une endométriose, mais je pense que dans cet allongement du diagnostic, il y a aussi le fait que le jour où on leur dit bah, maintenant c'est sûr, vous avez de l'endométriose, c'est parce que les examens deviennent positifs ou parce que la chirurgie a permis de dire bah oui, c'est sûr, mais comme on ne fait plus de cellulodiagnostic, je pense que dans l'explication aussi du délai qu'on va, à mon avis, pas beaucoup réussir à réduire entre l'apparition des symptômes et le jour où on leur dit bah oui, c'est sûr, c'est ça, ce qui n'empêche pas qu'on peut les prendre en charge avant en leur disant, moi j'ai tendance à leur dire, mais vous avez des règles douloureuses, ce qu'il faut qu'on soulage, c'est votre douleur, avant de vous dire pourquoi vous avez des règles douloureuses, et finalement que ce soit de l'endométriose superficielle ou des règles douloureuses non liées à l'endométriose, le traitement il sera le même. Donc, et est-ce que là-dessus on peut espérer que le test, parce que les patientes elles sont dans une attente de ce test salivaire dont on a parlé à mon avis beaucoup trop tôt, puisque d'une part il n'est pas disponible et en plus on n'a pas encore vraiment les résultats en population parce qu'on a beaucoup d'attentes de dire mais est-ce que je peux faire le test salivaire? Il n'existe pas, donc, enfin il n'existe pas, il n'est pas commercialisé. Donc, Non, je suis d'accord. Cette notion, effectivement, on revient à cette notion de est-ce que la lésion elle évolue et est-ce qu'elle va apparaître plus tard ou pas chez des adolescentes extrêmement douloureuses qui ont des imageries négatives. Le problème de faire des examens complémentaires précoces, c'est de marquer au fer rouge des gamines de 16 ans à qui on dit que c'est l'endométriose et peut-être que c'est pas ça. Parce que toute douleur n'est pas l'endométriose. C'est normal pour une adolescente d'avoir des dysménorrhées, mais c'est pas normal d'avoir des dysménorrhées invalidantes au point de ne pas aller à l'école, de ne pas pouvoir aller au sport, de faire des malaises. Et donc, toute la limite, elle est là. Et faire la différence entre une dysménorrhée de l'adolescente et une dysménorrhée sévère qui impacte la qualité de vie avec une imagerie négative, et à se demander si c'est réellement l'endométriose ou pas, on n'en sait rien. Et effectivement, des tests innovants et qui permettraient de répondre à cette question serait intéressant, mais aurait un effet pervers de dire voilà, on a une endométriose, de toute façon vous serez traité pareil. Est-ce que ça vaut le coup de dire à une jeune fille de 15 ans qu'elle a l'endométriose, sachant que ce n'est pas une maladie grave et qu'elle aura un traitement hormonal qui sera efficace sur la douleur et qui pourra être pris en... Après, c'est un débat insolvable, parce que c'est à quel moment on va déclarer une patiente qu'elle est malade alors qu'elle a un traitement qui est efficace, mais sans qu'on sache vraiment si c'est ça ou pas, parce que à nouveau, toute douleur n'est pas que l'endométriose. Sur le coût des IRM chez les mineurs, c'est quoi? Leur argument, c'est à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont repris les patientes qui ont une IRM prouvée profonde chez les adultes, et ils ont repris leurs IRM de femmes avant 18 ans, et ils ont un taux d'IRM normal chez des femmes qui ont une authentique endométriose quelques années plus tard. Donc ils disent qu'il faut arrêter de faire des IRM très jeunes, parce qu'en fait on dit à ces femmes, vous avez mal, mais ce n'est pas de l'endométriose, et finalement après on ne sait pas quand leur refaire une IRM et remettre en cause pour le coup un diagnostic négatif qui est probablement faussement négatif, quoi. Non, je suis d'accord. Alors, il y a un travail là, que le docteur Milicher a sorti en collaboration avec le service sur les adolescentes des IRM qui ont été faites entre, je sais plus, 12 et 20 ans, je crois. Et on voit quand même que les IRM se positivent plus tard avec le temps. Donc, chez les gamines de 12, 13, 14 ans, c'est des IRM qui ont été faites pour des dysménorrhées très sévères. Ce n'est pas d'une population de témoins. Et autant aux âges jeunes, les IRM sont plutôt normales, où le taux d'endométriose profonde il était de l'ordre de 10-12%, et chez les femmes plus âgées, vers 18-20 ans, on retrouvait des taux d'endométriose profonde de l'ordre de 50%. Voilà. Mais donc ça veut dire que l'adolescence est une période charnière dans la physiopathologie et la genèse des lésions d'endométriose, ça c'est certain. Merci. Question suivante. C'était une question sur les conditions de réalisation de l'IRM. Certaines sont faites avec et d'autres sans injection de gadolinium. Donc je voulais savoir si c'était un apport. Après, c'était par rapport à certaines appréhendent aussi par rapport qu'on leur demande d'introduire une pose de gel intravaginal ou intrarectal. Je voulais savoir ce que c'était, qu'est-ce qu'on leur demandait de mettre et pourquoi. Et puis la troisième petite question, c'est savoir
pour une IRM pelvienne, est-ce qu'elles sont rentrées complètement dans le tunnel d'IRM ou est-ce que c'est juste jusqu'au torse? Enfin, est-ce qu'elles ont la tête externe? Voilà, c'est pour savoir quoi leur répondre en pratique. Je vais vous donner mes réponses de gynécologue, parce que je ne suis pas du tout radiologue. La première question, c'est sur le gadolinium. Alors, ce n'est pas fait en systématique. Ce qui peut être proposé, c'est dans les situations notamment de kyste endométriosique un peu atypiques, avec des végétations. Et l'injection de gadolinium peut être intéressante pour caractériser une végétation. Mais c'est pas... il y a peut-être des radiologues dans la salle qui ont un avis différent, mais ce n'est pas systématique qu'on injecte les IRM. Pour les produits de contraste dans le vagin ou dans le rectum, c'est des choses qui sont quand même... qui aident pas mal. Alors c'est assez contraignant, bien sûr, parce que c'est extrêmement inconfortable, je pense. Mais c'est un avantage pas mal pour voir le fond vaginal, les atteintes du cul-de-sac vaginal postérieur et pouvoir bien identifier les localisations. Mais je crois que de moins en moins maintenant les radiologues le font. Bonjour. Moi je ne suis pas trop d'accord avec vous sur l'examen clinique. Je trouve que quand on a l'habitude d'examiner les patientes, on les sent les nodules. Et les 34%, je dirais plutôt 90%, 99%. Bon, alors je suis tout à fait... Alors bien sûr, c'est toujours un peu provoquant quand je dis que j'examine pas forcément tout de suite les patientes et que l'examen clinique est pas très pertinent. J'en examine quand même beaucoup. Et effectivement, quand il y a une grosse endométriose très importante, très prolifique, avec une rétraction complète du cul-de-sac vaginal postérieur, des nodules perceptibles ou visibles, une rétroversion ou rétroflexion de l'utérus, tout ça, on le sent bien, on voit bien que le pelvis est complètement gelé, mais ce que je veux dire, c'est que cet examen clinique, s'il est important, je pense qu'il peut être différé, retardé et réalisé peut-être après une échographie qui, de toute façon... parce que l'examen clinique, quand on interroge les patientes, on a une forte suspicion, voire une très forte suspicion d'endométriose. Ce qui va être réalisé, ça va être une échographie endovaginale. Et donc, la pertinence de l'examen clinique, sachant qu'on fera l'échographie endovaginale chez une patiente qu'on ne va pas forcément opérer, je le remets en question. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Non plus, parce que je trouve que l'échographie endovaginale, c'est un très bon instrument quand on sait bien la faire et qu'elle est peut-être plus performante que l'IRM. Mais quand on a palpé quelque chose, parce que quand on a palpé un nodule, alors on va le chercher à l'échographie et on va le voir. Et c'est pour ça que je trouve que l'examen vaginal, c'est le plus important. Et après, juste un truc, parce que je travaille en Suisse, et du coup, nous, on a accès aux tests salivaires. Ouais. Ils font une pub énorme, et on a de plus en plus de patientes, même la Caisse Maladie paye. Et je ne suis pas non plus certaine que ça apporte tant que ça, parce que ça va dépister des jeunes patientes qui ont peut-être un petit nodule, ou non pas un petit nodule, peu d'endométriose superficielle. Et c'est toujours la question, quelle est la prise en charge de ces patientes? Parce qu'elles aient leur endométriose superficielle ou qu'elles aient juste des douleurs pelviennes, je trouve que la prise en charge est finalement la même. C'est la prise en charge de la douleur, c'est peut-être les hormones, ou voilà, une prise en charge multidisciplinaire. Et quand elles ont l'étiquette endométriose, elles vont finir au bloc, ce qui n'est pas toujours la bonne thérapie. Elles vont avoir des hormones les unes après les autres, ce qui ne marche pas toujours chez les jeunes patientes. Et du coup, je trouve que l'étiquette endométriose chez les jeunes patientes, ce n'est pas toujours une aide. Voilà. Attention, les tests salivaires, je pense que ce n'est pas validé pour les adolescentes. Donc, l'étude qui a été faite sur les tests salivaires n'était pas faite pour c'est pas encore très validé, de toute façon. Non, mais l'étude qui a été publiée n'a pas été faite sur les adolescents. Merci. On va prendre une dernière question, juste pour l'examen clinique. La question, elle est aussi que quand les patientes viennent consulter un médecin soit expert ou un peu plus spécialisé et qu'on parle de retard diagnostique, il faut faire attention à leur vision parce qu'elles peuvent se dire si je ne suis pas examiné, ça veut dire qu'il fait un peu aussi partie du groupe des gens qui vont encore rater le diagnostic. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait, mais c'est notre vision. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la précaution. Une patiente douloureuse qui est hypersensible, etc. Il faut faire très attention. Mais de l'autre vision, j'ai pu avoir moi des critiques personnelles parce que justement, à la première consultation, je n'avais pas fait l'examen et ils se disent, lui, il est comme les autres en fait. Non, ce que je dis, c'est que je ne me précipite pas à examiner les patientes à la première consultation d'emblée et je trouve que c'est une manière de la soulager d'un stress en plus de l'examen clinique qui sera douloureux. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas les examiner, mais vraiment, je trouve que la prudence... Voilà, c'est peut-être un changement un peu d'attitude, mais bien sûr qu'il faut examiner les patientes. Allez, dernière question. Bonjour. Je me posais l'intérêt de la rectosonographie quand on a un nodule qui est déjà identifié au niveau de la paroi recto-vaginale.
Est-ce que c'est un complément d'information? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Alors, donc l'écho-endoscopie rectale, hein, c'est un examen qui quand même est largement prescrit encore dans les atteintes digestives et notamment en vue d'une chirurgie. Il se trouve maintenant que l'échographie endovaginale, elle est extrêmement pertinente pour voir les nodules recto-sigmoïdiens, en tout cas quand ils ne sont pas trop hauts. Et quand bien même il y aurait un nodule sigmoïdien, s'il était adossé au fond utérin, on le voit maintenant en échographie. Donc ce n'est pas un examen qui est fait en première intention, je dirais. Et quand on le fait, c'est quand il y a des discordances particulièrement avec l'IRM ou quand on veut avoir une vraie localisation du nodule et sa hauteur par rapport au plancher pelvien en vue d'une résection colorectale notamment. Donc en fait, à partir du moment où on aurait un nodule identifié sur en échographie ou en IRM, on pourrait complètement s'en passer, sous réserve que ce soit concordant avec la clinique, c'est ça? Oui, je pense, très certainement. Okay, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci Louis. Merci d'accueillir le professeur Oquet. Il va donc nous dire qu'après une femme infertile, une fois le diagnostic d'endométriose fait, là c'est fait, est-ce que ça devient plus facile? Alors, on va voir. Merci pour l'introduction. Comme vous le voyez, le petit truc en anglais de Socrate, c'est « je ne sais et ne sais ». Je ne me rappelle même plus ce que ça veut dire, tellement j'aurais dû mettre ça en français, mais je ne sais pas et je ne vais pas savoir, en gros. Donc vous allez voir qu'on va dans cet exposé drôlement osciller avec beaucoup de publications, plusieurs méta-analyses, et finalement il est très net pour la personne qui observe ça qu'il y a des tendances, il y a des très bonnes équipes qui ont publié, mais qu'il y a des tendances plutôt pro-AMP, qu'il y a des tendances très chirurgicales, et on a ici, en France, rien que sur des équipes de Bordeaux, de Tenon, de Cochin, on a des différences de perception, et on a aussi des équipes italiennes de grande valeur qui ont également des différences de perception. C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, bon, très vite, la première diapo... oui, si j'appuie sur le plus plutôt que sur Entrée, je suis fichu. Voilà. Donc ça, c'était le plan, globalement, intérêt de la chirurgie, de l'AMP combiné, deux cas particuliers, les endométriomes et l'endométriose digestive. Et finalement, puisqu'on ne sait rien, autant faire une décision partagée, quelque part en fonction du contexte, et synthèse et conclusion. Donc ça, Blandine l'a déjà dit, Louis l'a dit sur les phénotypes, et finalement, maintenant, vous voyez bien, il a mis un grand croix rouge, la chirurgie n'est pas nécessaire au diagnostic. Est-ce qu'elle est donc utile dans la prise en charge? On va voir, hein, parfois la douleur est au premier plan et on va voir que ça reste de façon pas très discutable un intérêt chirurgical. Parfois il s'agit du désir d'enfant. Donc ce questionnement qui était dans le titre, allons-nous vers de l'AMP, allons-nous vers de la chirurgie? Si je vais vers l'AMP, je vais donc laisser l'endométriose en place. Donc mes deux diapos suivantes sont l'idée, comme l'a dit Blandine aussi, que finalement faire de l'AMP avec de l'endométriose, c'est pas grave. En gros, je ne vais pas vraiment altérer mes résultats. Là, j'ai trouvé un article de 2022 qui dit la même chose sur d'autres critères de jugement. Ce que je vais avoir, c'est des problèmes de mauvaise réponse. C'est-à-dire que j'ai globalement les mêmes résultats, mais par contre, tout le monde n'arrivera pas à avoir des cellules parce que je vais avoir un taux d'annulation la plupart du temps plus important. Et ça passe par le biais d'une réserve ovarienne qui est parfois altérée. Et elle est altérée par potentiellement l'endométriose et les endométriomes, mais également, pour les prochirurgicales, elle est également altérée par la chirurgie. Donc, on retrouve dans ces séries pas mal de gens déjà opérés qui ont des problèmes ensuite d'AMP. Donc, ça doit jouer. En tout cas, la FIV est une bonne solution en cas d'endométriose. Est-ce que la stimulation ovarienne va aggraver cette endométriose qu'on a laissée en place? Pas vraiment. On a des données un peu discordantes. Une revue de la littérature italienne de 2019, vous voyez que la FIV ne modifie pas sur le fond les symptômes douloureux, elle n'augmente pas les risques des récurrences, elle ne fait pas pousser les endométriomes, peut-être elle fait progresser un peu l'endométriose profonde, mais vous voyez, les qualités des études sont basses. Donc les données sont rassurantes. Donc on peut se lancer dans une AMP en toute tranquillité en laissant en place de l'endométriose. Ce n'est pas ça qui va nous faire choisir AMP ou chirurgie. Alors, les données sur les effets de la chirurgie d'abord. J'ai enlevé des centaines, il y a des centaines d'articles, on s'y perd. J'ai enlevé des différentes méta-analyses, j'ai enlevé les vieilles RCT. La plus vieille RCT, vous l'avez là en haut, c'est toujours la même, hein, Marcoux, Parazzini, l'étude couplée,
qui vous montrent que dans les endométrioses légères, il y a un bénéfice à traiter. On y reviendra en conclusion. Vous avez d'autres études non randomisées. Quand on compare la chirurgie thérapeutique, donc un traitement au cours de chirurgie versus une chirurgie diagnostique ou ne rien faire, la chirurgie vous augmente de 50% le taux de grossesse dans l'année qui suit. Donc on est ça, vous voyez, sur cette méta-analyse 2014. Si je prends une revue de littérature de 2020, j'ai la même chose. Globalement, la chirurgie améliore la fertilité des femmes endométriosiques d'un facteur, vous voyez, 0,4, 0,6, donc en gros de 50%. Ces travaux sont tous critiqués par les gens qui connaissent bien l'endométriose, mais qui sont une tendance plus pro-AMP. On arrive là-dedans, les phénotypes ne sont pas différenciés, donc la chirurgie, elle augmente les chances de grossesse, mais on ne sait pas vraiment pour qui. C'est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent des enfants dans ces séries, mais il y a aussi des femmes qui sont infertiles, elles sont mélangées, donc on ne sait pas qui c'est qui bénéficie de la chirurgie, et on n'a pas de comparaison dans ces premières séries chirurgicales à qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'AMP. On va y venir. Troisième revue de littérature 2021, encore plus récente, confirme que la chirurgie améliore la fertilité, vous voyez, avec 1,9. Avec, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que si vous ne faites rien dans un stade 4, vous n'attendez pas à une grossesse. Dans un stade 3, vous aurez des grossesses, mais en nombre insuffisant. Et que, quelque part, par contre, la chirurgie va vous entraîner des complications. La chirurgie, lorsque vous la faites, peut permettre la réalisation, on insiste beaucoup en ce moment dans les exposés et dans la pratique quotidienne sur réaliser, en plus des scores habituels, un score EFI qui a été décrit donc, par Adamson en 2010 pour conseiller les patientes en post-chirurgie. Et donc, je vous montre ça très vite fait. Ce score EFI est à la fois un score qui tient compte du contexte, de l'âge, de la durée de l'infertilité et d'un antécédent de grossesse, d'un score fonctionnel pelvien de l'état des trompes et du score AFS. Et en gros, plus vous avez de points, mieux c'est pour vous. Et donc, ce score d'Adamson a été vérifié, par exemple, par l'équipe de Tenon récemment, et en étudiant les stratégies, et a confirmé que ce test est valable, c'est-à-dire que je vais aller un peu plus vite, plus vous avez un score haut, plus vous avez des chances de grossesse spontanée après chirurgie, puisque le score EFI ne se fait que si vous avez opéré, et au contraire, plus le score est bas, plus il faut aller directement à l'AMP après votre chirurgie. Je vous ai donné ici 2 exemples. L'exemple d'un score EFI bas, entre 0 à 3, où si vous attendez une année, vous avez 6% de grossesse, alors qu'avec simplement une FIV, vous avez dans cette série 20% de grossesse. Je ne vous parle pas si vous en avez bien sûr plusieurs cycles. Alors que quand vous avez un score EFI à 9-10, finalement, le fait d'attendre ou de faire une FIV, il y a des fortes chances de grossesse en cas de score bon. Donc le message est la chirurgie dans ces revues montre une augmentation des chances de la fertilité. La chirurgie permet d'établir un pronostic avec un score qui vous permet éventuellement, si vous avez fait de la chirurgie, de définir si vous attendez ou si vous passez directement à l'AMP. Donc voilà pour la donnée plutôt sur les pro-chirurgicaux, la donnée globale chirurgicale. Maintenant, les données sur l'AMP. L'AMP, finalement, est-ce que la chirurgie serait bénéficiaire à l'AMP ? Pas du tout. Ici, dans la salle, il y a des auteurs de ces beaux travaux qui ont été faits. Il y en a en 2021, en 2022 sur ce sujet. Et cette méta-analyse qui étudie l'efficacité d'une chirurgie avant AMP plutôt que l'AMP première ne montre en fait pas d'intérêt, enfin pas de choses majeures en étant opéré d'abord. On n'augmente rien de façon significative. Bon, on diminue pas vraiment non plus de façon significative quelque chose. Les conclusions de cette méta-analyse sont on n'a pas de bénéfice à une chirurgie systématique avant AMP. Et donc, des auteurs, c'est les Italiens qui, eux, font un truc de jésuite, je dirais. De toute façon, le mieux, et vous allez voir que ça va être quand même la conclusion, c'est pas d'opposer la chirurgie et l'AMP. Le mieux, c'est de s'adapter à la patiente et au contexte pour finalement proposer quelque chose de cohérent à la patiente. Le mieux pour les patientes, c'est qu'elles soient jeunes. C'est le message que j'aurai en dernière ligne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout, c'est qu'elles soient jeunes. Hein. Ça va mieux marcher. C'est la base. Après, on ne peut pas changer l'âge quand les patientes arrivent. Hein. Donc voilà.
Mais 2 cas particuliers, donc les endométriomes. Les endométriomes, passez-les en staff, parce que vous n'en savez pas quoi faire. Vous avez des grossesses, que vous fassiez des chirurgies, que vous n'en fassiez pas. Il y a des endroits où on rembourse, des pays où on rembourse la chirurgie par la FIV, donc elles font la chirurgie, bien sûr. Et puis sinon, avec l'histoire de la décision partagée, c'est en fonction de la dimension de l'aspect de l'endométriome, des douleurs fortes, de l'antécédent de chirurgie pour endométriose, de la bilatéralité des kystes, des anomalies masculines, de l'âge supérieur à 35 ans ou RO altéré. On vous raconte toujours la même chose, mais c'est un peu ce qui se négocie dans des staffs d'AMP d'endométriose pour définir qu'est-ce que je fais sur un cas donné, et c'est sans doute la protection des patientes. Vous ne serez pas aidé par les méta-analyses Cochrane. La première vous dit surtout faites des kystectomies, la deuxième vous dit surtout n'en faites pas. Et donc, on espère que les techniques alternatives diminuent les risques d'IO, que ce soit les plasmas ou la sclérothérapie, mais on n'a pas non plus des études majeures là-dessus. Le message, c'est ne pas opérer des patientes à AMH basse, puisque même si vous êtes un excellent opérateur et que vous touchez aux ovaires, vous allez avoir une baisse de 40% en post-opératoire de l'AMH. AMH, comme l'a dit Blandine, ne veut pas complètement dire réserve, mais quand même, ce n'est pas bon signe de baisser des AMH. Et si vous voulez opérer des endométriomes vraiment, pensez évidemment à la préservation de la fertilité. Et celle-ci doit être proposée systématiquement en cas de kystes bilatéraux. Enfin, ne pas opérer les kystes petits. Et ce qu'on appelle petit, pour lécherer, c'est 4 cm. Pour les études plus récentes, et on l'a vu dans un plaque de Louis Marcelin, c'est au moins 6 cm. C'est-à-dire, on ne s'excite pas sur des endométriomes, puisque de toute façon, on va pouvoir ponctionner à côté les follicules en cas de FIV, et donc on essaie d'être assez préservant sur ces endométriomes. Les lésions digestives, là il y a un gros débat entre les chirurgiens et les FIVistes là-dessus. Les FIVistes vont dire, écoutez, là, les risques d'occlusion par la maladie, c'est inférieur à 1% des patientes, donc vous n'allez pas nous faire peur avec le risque d'occlusion. Et puis les FIVistes disent, voilà, attendez, vous avez vu le taux de complications que vous provoquez, globalement 5 à 10%. Bien sûr, vous avez des grossesses spontanées, mais moi, j'ai des grossesses spontanées. Quand je suis dans ma liste d'attente de FIV, j'ai des grossesses spontanées aussi. Et vos études ne concernent pas que les femmes infertiles, elles concernent les femmes qui veulent avoir des enfants. Donc, on n'a pas une tendance forte dans certaines équipes à proposer de la chirurgie première et inversement dans d'autres équipes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une excellente étude également, toujours des mêmes équipes donc parisiennes avec Ménien, qui essaie de répondre à la question avec des patientes, vous voyez, qui avaient sérieusement de l'endométriose. Les 3/4 avaient de l'endométriome, des douleurs modérées. Elles étaient de bon pronostic, 32 ans, une AMH normale, un CFA normal. Et ces femmes-là, elles ont eu plus de grossesses en FIV, donc à Cochin, sur une FIV faite en première ligne, et moins de grossesses lorsqu'il y avait eu une chirurgie première. Après, il y a aussi les biais de quelle était la chirurgie première, qu'est-ce qu'on y avait fait, quel était l'état, etc. Mais elles avaient toutes quand même de la bonne réserve ovarienne. Et bon, je traverse la rue et je trouve une étude qui, au contraire, me montre que la chirurgie donne plus de grossesses que l'AMP. Alors, je dois dire que dans cette étude-là, le taux de succès en FIV était de 13%, donc ils ont été vaches avec la FIV. C'est-à-dire, quand vous avez l'équipe qui vous dit, bien sûr, c'est meilleur la chir, mais vous avez des taux de grossesse en FIV qui sont 2 fois inférieurs au taux habituel de grossesse, ça pose quand même un peu de problème. Donc, c'est comme ça qu'on nage là-dedans. Et alors, j'ai réussi à consulter une journée depuis 15 jours, à force de me balader. Et donc, j'ai tombé sur une dame que j'avais vue il y a 2 mois, qui avait une endométriose juste profonde, normale, entre guillemets, et qui venait pour infertilité, pour décision de mise en traitement. On avait finalement passé en RCP, on avait choisi chirurgie. Et en fait, c'est l'exemple typique d'une dame qui avait des lésions existantes. Elle avait un nodule sigmoïdien, les ovaires collés, un peu d'endométrium. Bon, typique. Finalement, elle est enceinte spontanément, sans être opérée. Donc, il y a de toute façon des grossesses spontanées. Donc, arriver à définir si la chirurgie dans l'endométriose digestive vous amène beaucoup plus de grossesses spontanées, il faudra attendre une étude randomisée, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Donc, j'avance un peu. Voilà, il y aurait une étude randomisée publiée en 2025, mais il va falloir des résultats faramineux pour conclure à la supériorité de la chirurgie, etc. Et donc, pour serrer les bonnes indications, il faut être assez logique. Vous avez des femmes très symptomatiques qui n'ont pas de facteur masculin ni tubaire. Proposez-leur la chirurgie. Comme a dit Blandine, si vous n'arrivez plus à avoir, si la femme n'a jamais de rapport et sa vie est impactée, peut-être il faudrait s'intéresser à ça et pas uniquement à la mécanistique
de l'enfant. Et pour les femmes peu symptomatiques, de bons pronostics en FIV, sans doute pas, on va y revenir. Et donc c'est là où vous devez donner des éléments corrects de la littérature, vous devez discuter avec votre patiente, et finalement votre patiente, elle va prendre la décision avec vous. C'est typique de la décision partagée, étant donné les nombreux biais de la littérature dont je vous ai déjà parlé, et qui étaient listés encore par les Italiens. On ne peut pas dire que les Italiens n'ont pas une grosse expérience de l'endométriose, et c'est comme ça que Versellini, toujours pareil, raconte, écoutez, c'est banal ce qu'on dit, mais enfin il a le mérite de le dire il y a un moment, intéressez-vous aux problèmes de la patiente plus qu'à des égos et à des trucs. Donc je passerai très vite sur les recommandations de sociétés savantes et je finirai par une conclusion. La SRM, l'ESHRE, le CNGOF disent la même chose, hein, c'est globalement la même chose. Pour les patientes de stade 1-2, on vit toujours sur l'intérêt d'une chirurgie première, si la patiente est jeune. Et si on traite, il faut faire un traitement complet. Si les patientes de stade 3 et 4, pile ou face, entre guillemets, on l'a dit, chirurgie ou AMP à discuter. En tout cas, il faut faire quelque chose, car la chirurgie est supérieure à l'attente. Pas de chirurgie des endométriums de 4 dans les recommandations, mais on pourrait dire 6. Et surtout, pas de chirurgie itérative. Le CNGOF dit la même chose. Et je préfère conclure sur cette très belle revue de la littérature, je trouve, de De Ziegler, qui est de 2019, mais qui n'est pas si vieille que ça, et qui permet de fixer les messages, je trouve. Premier message, chirurgie, première option pour les femmes jeunes. Pourquoi ? Parce qu'elle augmente les chances de conception naturelle. Donc, il faut avoir le temps d'attendre, donc 12-18 mois. Il faut que la patiente soit d'accord. Chirurgie pour les patientes douloureuses. Ça vous fait au moins un message que je comprends moi-même, c'est déjà ça. Donc, pour les patientes douloureuses. Option proposée, évidemment, si on ne peut pas vous toucher, c'est Louis qui ne touche plus personne, je taquine, et doivent être prévenues du risque de récurrence, d'altération de l'aéro. Pas de chirurgie avant FIV, si endométrium, et Blandine nous a sorti une méta-analyse, moi j'en ai un d'autre, il y en a plein de façon. Absence d'intérêt à la chirurgie préalable à la FIV dans les endométriomes. Les données concernant l'endométriose digestive ne sont pas disponibles et donc à discuter dans des staffs. Exception à la règle, pas de chirurgie avant FIV. On reste toujours sur des trucs tabous. Hydrosalpinx, on reste sur les méta-analyses disant que l'hydrosalpinx diminue l'implantation. Larges endométriums, c'est-à-dire très gros endométriums, quelque part, les ponctionneurs vous disent, d'abord, il faut que vous ayez réussi à faire pousser des follicules en périphérie, ensuite, sur un truc de 10-12 cm, le ponctionneur, il est censé pas ponctionner l'endométrium, il n'y arrive pas forcément à le vider en préopératoire ni à faire de l'alcoolisation pré-FIV, et il se retrouve avec un énorme boule, et c'est le problème de la préservation de fertilité chez des femmes qui ont des endométriomes gigantesques, elles ne marchent pas toujours très bien, donc c'est potentiellement une indication chirurgicale. Et puis on vit toujours sur nos indications dans l'endométriose profonde digestive, chirurgie après échec de l'AMP, oui, en général, si on n'a pas fait de chirurgie, qu'on n'a pas de grossesse après 2 FIV, on va faire une chirurgie de propreté. Ça a été montré par les équipes de Daraï, par d'autres équipes. Ce n'est pas non plus prouvé de façon très lourde, mais globalement, c'est plutôt à faire. Et c'est de la pratique courante au quotidien dans les centres d'endométriose. Et également, lorsque la patiente a une indication d'endovocyte, souvent c'est parce qu'elle a échoué par une mauvaise réponse, on considère là aussi, c'est des preuves très légères, qu'on peut le proposer la chirurgie chez une patiente symptomatique avant d'endovocyte. Donc voilà le résumé qu'il y avait dans cette étude. Si vous voulez la regarder, elle est assez claire dans les messages. Donc la conclusion, je vais aller vite parce que je vous l'ai déjà tout raconté. C'est des conditions, cette endométriose infertilité, qui impacte doublement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement la femme. Donc c'est pas drôle, c'est clair. L'expectative, les traitements médicaux, c'est pas la solution, vous le savez. La chirurgie a montré son efficacité. En tout cas, il faut l'envisager, c'est des patientes symptomatiques. Par contre, il ne faut pas extrapoler de la chirurgie chez des patientes asymptomatiques, où là, on a trouvé des examens de façon incidente, et elles ne doivent évidemment pas aller systématiquement en chirurgie. Meilleur candidat de chirurgie, douleur importante, EVA supérieur à 7, des signes d'occlusion inférieurs à 1%, échec de 2 cycles de FIV, meilleure candidate à l'AMP, infertile, asymptomatique, à douleur modérée. Et tout ça, il faut les passer dans les commissions multidisciplinaires parce que vous le voyez, ça se joue à peu de choses. Puisqu'on n'a pas, pour l'endométriose digestive en tout cas, de consensus, que les comparaisons AMP chirurgicales sont souvent biaisées, que les populations opérées sont très hétérogènes, et donc il faut des centres spécialisés de prise en charge, c'est la meilleure chose, et il faut bien sûr des docteurs spécialisés, mais quelque part, on recommande à tout le monde de tenter toutes ces grossesses avant moins de 35 ans, donc on prône pour la retraite à 30 ans.
pour que vous puissiez avoir la paix. Et, quitte à reprendre le travail après, ça va être fluide. Merci. Merci pour cette overview. Avant quelques questions, c'est vrai que peut-être essayer de faire passer le message que lorsque les patients sont confiés au monde chirurgical, on nous demande souvent d'être finalement curatif, d'être vraiment complet, etc., etc. Je pense qu'il y a une vraie place pour la chirurgie entre guillemets palliative. On peut tout à fait imaginer opérer une patiente qui a une endométriose recto-vaginale, lui faire une celluloscopie pour juste lui dégager les annexes, et on sait que ça peut vraiment marcher en grossesse spontanée, en fait. Et pareil pour les endométriomes. On peut très bien ne pas faire de kystectomie, ni même de vaporisation, et drainer, faire de l'alcoolisation par voie celluloscopique dans de très gros... mais ce message est difficile dans les stades d'AMP parce que à un moment, quand la patiente a passé la porte du chirurgien, en fait, on nous demande d'être vraiment extra efficace, y compris avec le doute des complications. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à expliquer. Je ne sais pas si dans votre staff, vous arrivez à faire passer ce message. Oui, alors d'abord, le premier message, c'est que si on veut vraiment améliorer la fertilité de la femme hors FIV, la chirurgie doit être complète. Donc, la comparaison chirurgie incomplète versus chirurgie complète dans l'amélioration spontanée de la fertilité est en faveur d'une chirurgie complète. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que... Tu vois, mais on a ce premier message. Le deuxième message, effectivement, c'est que dans les staffs de FIV, on peut très bien envisager, puisqu'on veut continuer la FIV, on veut peut-être améliorer, mais on veut surtout faciliter la FIV, oui, faire une chirurgie partielle. Et cette chirurgie partielle, elle doit être économe des ovaires, enfin, comme tu le dis, mais dans la notion où on poursuit la FIV. Oui, Claude, justement par rapport aux endométriomes, donc je pense qu'on a déjà les preuves scientifiques et méta-analyses à l'appui qu'il y a une moindre, on va dire, problématique lorsqu'on aspire les endométriomes ou bien on fait une sclérothérapie, donc un traitement, comme tu dis, partiel et parfois plus avantageux en termes de réponse et de réserve ovarienne, notamment pour les patientes qui sont suivies en infertilité. Est-ce que tu ne crois pas que c'est l'âge plutôt qui compte? Parce que tu l'as dit déjà en début du topo, c'est plutôt l'âge des patientes qui est le plus important dans ces cas-là. Et plutôt qu'opposer CHIR à l'AMP, plutôt dire CHIR et AMP, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on bascule d'un côté à l'autre. Donc chez les patientes jeunes qui ont une bonne réserve, qui ont effectivement un potentiel de fertilité naturelle qui est important, c'est la chirurgie qui peut apporter un plus. Et puis celles qui ont une réserve moyenne, c'est plutôt les solutions de type aspiration, sclérothérapie, plus FIV direct, qui serait la meilleure stratégie. Donc c'est en fonction de l'âge. Oui, mais tout à fait d'accord, et tu connais parfaitement le sujet, et en particulier de la sclérothérapie. Et donc, j'ai essayé de garder un message, je ne peux pas tout déflorer. Je pense qu'il y a effectivement une vraie alternative à la sclérothérapie préalable à la tentative de FIV, en particulier en fonction des tailles des endométriomes. Donc, entièrement d'accord avec tes propos, c'est ce que j'ai voulu dire. L'âge compte et influence beaucoup la décision dite partagée. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui. Merci beaucoup pour cette mise en perspective et puis surtout ce résumé assez clair qui nous permet quand même de nous dire qu'il n'y a pas et l'AMP ou la chirurgie, mais qu'il y a l'ensemble. Moi, je serais même encore plus déterminée, c'est-à-dire qu'il faut tout faire en même temps. Parfois, ça m'ennuie d'avoir une chirurgie lourde qui a été faite, on attend 18 mois qu'elle ait sa grossesse spontanée, finalement elle revient, elle recommence à avoir des douleurs. Enfin, je trouve que là, on peut faire tout en même temps et que le meilleur gagne, je dirais, et que ça doit être fait comme ça. J'ai quand même une question sur les patientes qui ont des endométrioses légères, pour lesquelles, alors c'est des vieilles études, je sais, mais qu'on ressort tout le temps, on dit que finalement la célioscopie serait efficace pour améliorer les taux de grossesse. Est-ce que ce serait un argument chez ces patientes pour faire quand même systématiquement une célioscopie chirurgicale, même si après on les prend en charge pour d'autres raisons, mais est-ce qu'on pourrait améliorer effectivement la grossesse spontanée? Ça n'est pas dans les recommandations qui sont sorties, mais c'est quand même une question que je me pose, puisque d'un côté on dit que c'est mieux et en même temps on ne le recommande pas. Oui, alors je pense que non, tout dépend là le contexte, c'est-à-dire si j'ai des patientes qui ont des douleurs réelles et des problèmes qui sont infertiles mais qui ont des problèmes de douleur et que je suspecte une endométriose,
potentiellement, là, je vais faire une chirurgie et qu'elles sont infertiles, je vais faire une chirurgie pour voir l'état pelvien. Par définition, si je trouve de l'endométriose, je ne vais pas la laisser. Donc, en cas de chirurgie indiquée, on va forcément la traiter. Ça, c'est la première chose. Par contre, chez la patiente totalement asymptomatique, c'est comme ça qu'on a abandonné de faire des célios dans l'infertilité inexpliquée, étant donné qu'on trouvait 30% d'endométriose minime et qu'elle se plaignait de rien et qu'on n'a rien montré. Quand on regarde les deux études canadiennes et l'autre étude, elles sont très limites. On considère qu'elles augmentent de 8,6% la chance de grossesse en cas de traitement, que quelque part, il faudrait prendre 16 patientes pour en gagner une, mais qu'en fait, il faudrait, si on considère que c'est uniquement les patientes symptomatiques qui sont concernées par une efficace traitement chirurgical, il faudrait 40 célios pour gagner une grossesse. Donc, en résumé de tout mon baratin, c'est non, il n'y a pas d'indication, sauf si j'ai fait une chirurgie, j'ai rencontré de l'endométriose, évidemment je la traite, mais il n'y a pas d'indication à aller faire de la chirurgie pour dépister l'endométriose 1-2, et les IRM ne vont pas vraiment trouver les endométrioses 1. Évidemment, maintenant, avec tous les utérosacrés qui font 3 mm au lieu de 2, on va en avoir beaucoup. Et là, le message n'est pas, vous faites de la célio pour traiter les femmes infertiles qui ont un utérosacré à 3 mm. Ce n'est pas le message. Très bien. Bon, ben, merci à tous. Et puis, merci Claude. Donc,